Sois le bienvenu. Nous allons parler dans cette vidéo de topologie, notamment de la topologie usuelle de l'ensemble R. Sans plus tarder, commençons. Nous prenons A, une partie de R. On dit que cet ensemble A que nous prenons est un ouvert si, pour tout X dans A, il existe un intervalle ouvert contenant X et contenu dans A. Formellement, ça veut dire quoi? A est un ouvert veut dire que quand on prend un élément de A, ok, on peut trouver un intervalle ouvert contenant X, c'est-à-dire il existe un réel epsilon positif tel que l'intervalle ouvert X moins epsilon à X plus epsilon soit inclus dans A. Il faut bien comprendre cette définition. Pour cela, je vais vous donner des exemples concrets. Donc, en premier exemple, prenons l'ensemble A égale à l'intervalle ouvert sur 0 et ouvert sur 3, par exemple. Maintenant, faisons cette visualisation graphique. En fait, quand vous prenez un élément de 0,3, quand vous prenez un point dans 0,3, un point X dans 0,3, vous pouvez remarquer que il est toujours possible de trouver un réel epsilon tel que l'intervalle X moins epsilon à X plus epsilon. Vous voyez déjà graphiquement, vous le voyez. C'est-à-dire je peux trouver un réel epsilon tel que l'intervalle ouvert de X moins epsilon à X plus epsilon. Donc peut-être un rayon epsilon comme ça. Et vous voyez que l'intervalle ouvert X moins epsilon à X plus epsilon. En fait, il s'agit d'un intervalle dont X est le centre. Vous voyez que on peut trouver un intervalle ouvert dans lequel il y a X, cet intervalle étant lui-même inclus dans A. C'est toujours possible de le faire. Voyez-vous? Voilà. Mais en fait, si jamais je prenais l'ensemble B égal à l'ensemble fermé sur 0 et ouvert sur 3, par exemple, est-ce que ça serait toujours possible? Est-ce que je pourrais affirmer que pour tout X dans B, il existe un réel epsilon positif tel que l'intervalle X moins epsilon à X plus epsilon est inclus dans B? Prenez un petit moment pour y réfléchir. Est-ce que c'est possible selon vous? Répondez à la question. On voit que ça ne va pas en fait marcher parce que si on prend X égale à 0 dans ce cas, il n'est pas possible. Voyez, il n'est pas possible de trouver un réel epsilon tel que l'intervalle X moins epsilon à X plus epsilon soit inclus dans 0,3. Le problème c'est parce que l'intervalle X moins epsilon à 0 ne serait pas inclus. Ça serait, disons, ça serait hors entre griffes de 0,3, comme tu peux le voir sur le graphe. Ça ne marche pas en 0. Est-ce que vous voyez? Mais par contre, si l'intervalle était ouvert, c'est-à-dire si les bornes ne faisaient pas partie de l'intervalle, dans ce cas, quelque chose X que vous allez prendre, c'est possible. Alors que ici, comme c'est fermé en 0, ça ne serait pas vrai pour 0. Vous voyez l'idée de l'intervalle ouvert. Donc, c'est pour ça que dans le cours, on dit un ensemble, il y a une partie de R est un ouvert lorsque à chaque fois que vous prenez un élément, on peut trouver un intervalle ouvert contenant cet élément. Cet intervalle ouvert étant lui-même inclus dans l'ensemble A. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si jamais, supposons on vous dit de démontrer formellement que l'ensemble 0,3 est un ouvert, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous démontrer formellement que l'ensemble 0,3 est un ouvert. Ou bien même, je vais vous démontrer formellement que quand vous prenez l'intervalle A égale à AB, je vais vous démontrer que c'est un ouvert de R. Pour faire la démonstration, c'est simple. Ok? On prend A ici, B ici. Bien évidemment, A strictement inférieur à B. Je vais démontrer que A est un ouvert avec la définition. A est un ouvert de R. Voilà. Pour faire la démonstration, je vais juste commencer par faire quoi? Je vais prendre un élément X dans A. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous démontrer que je peux trouver un epsilon. Je vais vous démontrer l'existence de cet epsilon. En gros, pour faire la démonstration, vous devez trouver un epsilon qui marche. Et moi, je dis que pour trouver epsilon, je ne vais pas trop souffrir. Je vais prendre epsilon égal. Je vais prendre le plus petit des nombres en X. Je vais prendre le plus petit des nombres X moins A et B moins X. Vous savez que X moins A représente cette distance. Et B moins X représente cette distance. Je vais prendre le plus petit des deux. Je peux même le diviser par 2 si ça me plaît. Mais je pense que le plus petit fera déjà l'affaire. Parce que si vous prenez le minimum entre
is moins A et quoi? Et B moins is. Forcément, l'intervalle là, l'intervalle centré sur is, c'est-à-dire l'intervalle is moins epsilon à is plus epsilon serait forcément inclus dans A. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est-à-dire si vous prenez le plus petit. Pourquoi je dis bien le plus petit? Il faut bien le voir. Parce que graphiquement, si jamais A est ici et B est ici, vous prenez un is qui est ici. Si vous prenez epsilon égale à is moins A, si vous prenez epsilon, c'est-à-dire cette distance-là comme epsilon, vous verrez que is plus epsilon, bon, là, dans ce cas, is moins epsilon serait A, on est d'accord. Mais is plus epsilon serait en dehors de l'intervalle. Vous voyez que le plus grand ne marche pas. Mais par contre, le plus petit va marcher. Si vous prenez le plus petit comme epsilon, c'est-à-dire si vous prenez la distance là comme epsilon, c'est vrai que is plus epsilon va tomber sur B, mais is moins epsilon va rester dedans, de telle sorte que l'intervalle is moins epsilon à is plus epsilon serait toujours inclus dans A. Donc, il est évident quand même que voilà, si on prend epsilon le plus petit de is moins A et de B moins is, cet intervalle est inclus dans A. Je vais donc vous démontrer que ce que je viens de démontrer, c'est que à chaque fois que vous prenez un élément de A, on peut trouver pour cet élément de A un epsilon, qui est bien évidemment positif, tel que l'intervalle is moins epsilon à is plus epsilon soit inclus dans A. Donc on vient de démontrer formellement que l'intervalle ouvert AB est bien un ouvert pour la topologie usuelle de l'ensemble R. Voilà donc. Ce que nous venons de faire pour l'intervalle AB, on peut le faire pour l'intervalle moins l'infini à A plus infini, R. Par convention, l'ensemble vide est un ouvert de R. Donc voilà, ces ouverts sont appelés les ouverts élémentaires de R. Donc comme vous entendez le terme ouvert élémentaire, on fait référence aux intervalles ouverts que vous connaissez. AB, moins l'infini à A plus infini, voilà. Et même R. Hein. Voilà. Donc voilà déjà la première définition d'ouvert et quelques exemples d'ouverts que vous connaissez. Voilà. Mais notez que on peut constituer d'autres ouverts. C'est pas que tous les ouverts sont comme ça. En faisant l'union de deux ouverts élémentaires, on peut trouver un ouvert. C'est-à-dire que si vous prenez l'ensemble C égale à intervalle, c'est pas trop 0 à 3, union 4 à plus infini, il s'agit également quoi. Lui aussi va vérifier la définition en fait. Vous pouvez remarquer qu'il s'agit aussi d'un ouvert de l'ensemble des réels. Voilà. Donc vous savez ce que c'est qu'un ouvert de R. Voilà. Donc vous avez quand même tous les exemples. Hein. Un ouvert de R, c'est quoi? C'est un ouvert élémentaire. Voilà, c'est un ouvert élémentaire. Ou bien, voilà, c'est une union d'ouverts élémentaires. Comme par exemple ce que je viens de donner. Ce qui nous amène à la deuxième définition. Définition 2. Quand vous prenez une partie de R, on dit que A est un ouvert si les réunions d'intervalles ouverts. C'est aussi simple que ça. Ça nous amène à la deuxième définition. Un ouvert de R est juste une réunion d'intervalles ouverts. C'est-à-dire une réunion d'ouverts élémentaires, quoi. Une union d'ouverts élémentaires. Donc, voilà. Maintenant, pour cette deuxième définition, vous devez, voilà, comprendre quel est le rapport direct. Voilà. Parce que la première définition, quel est le rapport entre la définition 1 et la définition 2? Elles sont les deux équivalentes. Je vais vous démontrer ça. Pourquoi est-ce que la définition 1, en fait, serait-elle équivalente à la définition 2? Parce que il y a une équivalence entre les deux. Il faut bien le comprendre. C'est très important. Les définitions ne sont pas, disons, les définitions ne sont pas données juste comme ça pour faire joli. Non. Ça se prouve. Je vais vous démontrer la première implication. En fait, supposons que A est un ouvert. D'après la définition 1, qu'est-ce qu'on peut dire? Supposons que A est un ouvert de R. D'après la définition 1, ça veut dire que à chaque fois que je prends un point de A, je peux trouver un epsilon positif tel que l'intervalle centré sur is de rayon epsilon soit inclus dans quoi? Dans A. C'est ce que ça veut dire, tout simplement. N'est-ce pas? Maintenant, je dis que, voilà, c'est ici que ça va être intéressant. Si on a ça, essayez de visualiser la chose graphiquement. Hein. On dit qu'à chaque fois que vous prenez un élément de A, supposons que A c'est un ensemble comme ça, supposons que ça désigne A. On dit qu'à chaque fois que vous prenez un élément de A, vous pouvez trouver un epsilon tel que l'intervalle is moins epsilon à is plus epsilon soit inclus dans A. Mais tu sais, A c'est l'union de ces singletons. C'est-à-dire A c'est l'union des singletons is. Ça c'est évident. A c'est l'union de ses propres singletons. C'est-à-dire si tu prends les singletons
Is élément de A, l'union de tous ces singletons va donner A. Mais vous savez que, voilà, ce Is se trouve dans quel intervalle? Dans Is moins epsilon à Is plus epsilon. Donc, à plus forte raison, si vous faites l'union des intervalles du genre Is moins epsilon à Is plus epsilon, vous allez trouver quoi? Vous allez trouver A, quand même. Parce que l'union des singletons Is seulement donne A. Mais les Is moins epsilon, Is plus epsilon sont plus grands que Is. Donc, leur union va donner A. Formellement, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Ce que je suis en train de dire, c'est que quand vous prenez Is comme ça, comme ensemble, il est inclus déjà, ça se fait voir visuellement, dans Is moins epsilon à Is plus epsilon. Et je sais que tout ça là est aussi inclus dans A. Maintenant, si jamais je passe à l'union, je pourrais dire que l'union des singletons Is, ok, Is varie dans A ici, hein. Is varie dans A, est inclus dans quoi? Dans l'union des quoi? Des Is moins epsilon à Is plus epsilon, n'est-ce pas? Is variant dans A. Bon, c'est vrai que l'union de A, c'est A. Hein. Quand vous faites A, union, A, ça va donner A. Donc, ce qui fait que, en fait, selon vous, c'est quoi l'union des singletons X? Quand X varie dans A, je viens de le dire, ça va donner quoi? L'ensemble A lui-même. C'est évident. Donc, en gros, A est inclus dans cet ensemble que vous voyez ici, qui est inclus dans A. Conclusion, cet ensemble est égal à A. Parce que l'ensemble là, il est inclus dans A et A est inclus dans lui-même. Vous savez, quand vous avez A inclus dans B, et B qui a son choix inclus dans A, on dit quoi? Que A égale à B. C'est ce qu'on appelle la double inclusion. Donc, je peux conclure que, quoi? L'ensemble qui est au milieu, c'est A. Donc, A est égal à quoi? L'union des intervalles du genre Is moins epsilon à Is plus epsilon, Is variant dans quoi? Dans A. Ce que je viens donc de démontrer, c'est que quoi? A est une union d'intervalles ouverts. Vous voyez maintenant le rapport entre la définition 1 et la définition 2. Il y a un rapport direct. C'est ça que je viens de justifier. Je viens de justifier que la définition 1 implique la définition 2. D'après la définition 1, un ouvert, c'est ça. C'est quelque chose qui vérifie ça. Et d'après la définition 2, un ouvert, c'est quelque chose qui vérifie ce que je viens d'écrire. Je viens de vous démontrer en quelque sorte que la définition 1 implique la définition 2. C'est pour que vous voyez en fait le rapport entre les deux. On peut démontrer aussi que la définition 2 implique la définition 1. Bon, bref. Donc, vous avez, il y a une idée directe entre les deux. Donc, vous devez connaître ces deux définitions d'ouvert qui sont en fait équivalentes. Tout d'abord, un ouvert, c'est un ensemble tel que, quand vous y prenez un point, il existe un intervalle ouvert centré sur ce point inclus dans l'ensemble. Et secondo, un ouvert, c'est juste simplement une réunion d'intervalles ouverts. Ces deux définitions sont équivalentes, telles que on l'a dit. Voilà donc ce qu'il faut savoir dans un premier temps. Donc déjà, je vais vous poser quelques questions. Parce que ça, c'est déjà quand même bon pour vous répondre à certaines questions. Je vais vous donner certains ensembles. Vous allez me dire, parmi ces ensembles que je cite, lesquels sont des ouverts. Voilà. Bon, voilà, c'est ça. Lesquels sont des ouverts, c'est déjà bon. J'essaie que vous avez tous répondu à la question avant de suivre mes explications, mes éléments de réponse. Sinon, cela ne vous servira strictement à rien. Parce que c'est cet exemple que je viens de donner. C'est juste pour vérifier si vous avez bien compris les définitions précédentes que j'ai eu à donner. Donc, A, il est clair que c'est un ouvert. Si vous n'avez pas pu répondre à ça, là, je vous recommande sérieusement de retourner dans ce qu'on a fait précédemment et de bien suivre. Parce que c'est la définition 1.2. Un ouvert est une union d'intervalle ouvert. Vous voyez que moins l'infini à moins 1 est un intervalle ouvert. 2 à plus infini est un intervalle ouvert. Donc, cette union est un intervalle ouvert. Le B, je sais que la plupart des gens vont répondre que B n'est pas un ouvert. Mais c'est faux. Parce que c'est un piège quand même que j'ai posé. Et quand vous voyez visuellement, moins 1 est inclus dans quoi? Dans moins 2. Donc si vous faites moins 1 union moins 2, ça donne quel ensemble? C'est en fait l'ensemble moins 2, qui est un intervalle ouvert, donc un ouvert. Donc tirez des leçons. C'est pas parce que j'ai fermé ici, et puis vous vous dites, ah bon, moins 1 c'est fermé, donc B est... Non, c'est faux. Il faut bien voir l'ensemble concrètement. C'est quel ensemble juste avant de vous prononcer. Parce que quand j'ai fait l'union, je vois que je tombe sur un intervalle ouvert. Voyez-vous? Ok. Maintenant, l'ensemble grand N est-il un ouvert ou est-ce que ce n'est pas un ouvert? Voilà. Là, quand même, c'est une question intéressante que j'ai posée là. Parce que ça fait un peu réfléchir quand même. En fait, essayons de voir graphiquement comment se comportent les ouverts. Bien, comment on peut représenter les ouverts sur une droite réelle. Les ouverts, en fait, ce sont des unions d'intervalles ouverts. Donc, c'est comme si ce sont des traits, comme ça, si je veux les représenter, des traits, des unions de traits comme je le fais là. Mais par contre, si vous prenez l'ensemble
des entiers naturels en fait, ces éléments sont quoi? Il y a 0, ce sont plus des points en fait, ce sont plus des points. Il y a 0, il y a 1, il y a 2, il y a 3, il y a 4. Vous voyez que c'est pas c'est pas des traits, c'est pas des traits. Donc l'ensemble N ne peut pas être un ouvert. Vous voyez, bon, ça c'est l'aspect intuitif de la chose. Vous n'allez quand même pas raconter ça sur votre copie en disant que N n'est pas un ouvert. Donc rigoureusement, qu'est-ce que vous pouvez dire par exemple? Vous allez dire qu'en fait, si vous prenez un is dans N, si vous prenez un élément is dans N, voyez-vous, l'intervalle pour tout réel epsilon positif, l'intervalle is moins epsilon à is plus epsilon n'est pas inclus dans N. Ça c'est clair. L'intervalle is moins epsilon à is plus epsilon ne peut être en aucun cas inclus dans N, parce que vous pouvez trouver un élément ici qui n'est pas un entier. Voilà. Vous savez que entre deux réels, il y a toujours un nombre rationnel. C'est-à-dire que cet intervalle n'est pas inclus dans N. Quand vous prenez un intervalle, il y a forcément des nombres qui ne sont pas des entiers là-bas. Voyez. Donc, en gros, on vient de montrer. Ce que je viens de dire, c'est que quel que soit is dans N, c'est bon, quel que soit is que vous prenez dans N, et quel que soit epsilon positif, l'intervalle là, l'intervalle is moins epsilon à is plus epsilon, n'est pas inclus dans quoi? Dans N. Vous pouvez le voir graphiquement. Si vous prenez par exemple is égale à 2, si vous prenez is égale à 2 par exemple, vous prenez ça là comme is. Si vous prenez is moins epsilon, peut-être que is moins epsilon tombe ici à is plus epsilon. Entre is moins epsilon et is plus epsilon, il y a plusieurs nombres qui ne sont pas des entiers. Vous pouvez le voir. Il y a des nombres qui ne sont pas des entiers. Voilà. Donc, de telle sorte que cet ensemble ne peut pas être inclus dans N. Voilà. C'est bien évident. Voilà. Parce que entre deux réels, il y a toujours au moins un nombre rationnel. Vous pouvez le dire comme ça. Donc, N n'est pas quoi? Donc, N n'est pas un ouvert. N n'est pas un ouvert. En général, quand on prend une partie finie de R, quand on prend une partie finie de R, il ne peut pas être un ouvert. Parce que, d'après la définition 1.2, les ouverts sont quoi? D'après la définition 1.2, les ouverts sont des réunions d'intervalles ouverts. On est d'accord. Donc, en fait, vous savez qu'un intervalle ouvert est un ensemble infini. Voilà, un intervalle ouvert. Quand vous prenez un intervalle ouvert est un ensemble qui est infini. De ce fait, un ouvert est un ensemble est lui-même, comme un ouvert c'est une union d'intervalles ouverts, un ouvert est lui-même un ensemble infini. Du fait qu'un ouvert est un ensemble infini, bon, notez bien que le seul cas où l'ouvert n'est pas un ensemble infini, c'est le cas où l'ouvert est vide. Hein. Dans ce cas, il est fini, il a 0 élément. Ok? Donc, si vous prenez E, une partie finie de R, si E est une partie finie de R, voilà, si E est vide, si E est un ensemble qui est vide, alors E est un ouvert par définition, E est un ouvert. Par contre, si E est non vide, E ne peut pas être un ouvert parce que E est infini. Alors que les ensembles, les ouverts non vides sont forcément infinis. Donc si E est non vide, alors quoi? Alors E n'est pas quoi? E n'est pas un ouvert. Aussi simple que ça. Vous voyez la chose? Rien de vraiment compliqué en fait. Toute partie finie de R n'est pas forcément un ouvert. Bon, il est un ouvert seulement si l'ensemble en question est fini. Et est vide plutôt. Si l'ensemble en question est vide, il est un ouvert. Mais s'il n'est pas vide, il ne peut pas être un ouvert. Donc, vous avez en même temps la réponse à la question 5 ici. Comme quoi, cet ensemble n'est pas un ouvert. Cet ensemble, une partie finie de R n'est pas forcément un ouvert. À moins qu'il soit vide. Donc, cet ensemble que j'ai donné ici, il a 10 éléments. Bon, disons 11 éléments. De 0 à 10, il y a 11 éléments ici. Donc, comme il est fini, bah, il n'est pas un ouvert. R non plus n'est pas un ouvert. Voilà. L'ensemble qui suit, bien évidemment, 1, 3 n'est pas un ouvert parce qu'il y a un problème en 1. Voilà. Donc, ok. Je sais que vous avez pu tous quand même trouver au moins les deux premiers. Et les trois derniers, bon, si vous avez déjà trouvé un, c'est quand même déjà bon. Ça montre que vous comprenez bien. Au cas contraire, essayez de revoir et de méditer là-dessus afin de mieux comprendre ce qui a été fait. Voilà quelques propositions qu'il faut quand même comprendre. Ici, on note T, l'ensemble des ouverts de R. L'ensemble des ouverts de R. J'ai défini d'abord ce que c'est qu'un ouvert de R avec les deux définitions qu'on a jugées équivalentes. Maintenant, nous considérons l'ensemble T de tous les ouverts. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si je devais donner T en extension, si je devais étendre T, T serait constitué par les intervalles
AB, comme ça. Vous voyez? Mais pas seulement. Les intervalles du genre A plus infini aussi seront dans T. Pas seulement les intervalles du genre moins l'infini A seront des éléments de T. Mais pas seulement leur union aussi seront dedans. Vous voyez, donc il y a beaucoup de choses dedans. Leur union, c'est-à-dire là, par exemple, on peut les combiner avoir des unions. Donc T, c'est tout cet ensemble-là. L'ensemble de tous les ouverts. Ce que vous devez comprendre, c'est que les éléments de T ne sont pas des réels, par exemple. Ce sont des ensembles. T est un ensemble d'ensemble. Vous devez comprendre ça. T est un ensemble dont les éléments sont eux-mêmes des ensembles. Autrement dit, T est inclus dans l'ensemble des parties de R. C'est pour dire que tous les éléments de T sont des parties de R, quoi. Mais des parties de R qui doivent être des ouverts. T, l'ensemble des ouverts de R. Bon, je lis en même temps ce que on dit là-dessus 1.4. C'est cet ensemble T qu'on appelle une topologie. C'est tout simplement ça. Ce qu'on appelle une topologie sur un ensemble, c'est l'ensemble des ouverts de cet ensemble. Donc, comment est-ce qu'on définit sur un ensemble une topologie? C'est en prenant un ensemble d'ouverts. Et c'est quoi un ouvert? Bon, l'ouvert sera défini, disons, selon l'ensemble en question. Voilà, l'ouvert sera défini selon l'ensemble en question. Comme par exemple ici dans R, j'ai défini ce que c'est qu'un ouvert dans R. Voilà, j'ai défini ce que c'est qu'un ouvert dans R. Donc ici, essayons de voir les propositions, voilà, au niveau de 1.3. On nous fait savoir que toute réunion d'éléments de T est un élément de T. C'est tellement évident en fait. Parce que les éléments de T sont d'abord quoi? Si un élément est dans T, si vous prenez A, un élément de T, par définition, veut dire que T, A est une union d'intervalle ouvert. A est une union d'intervalle ouvert. C'est-à-dire que A pourra se mettre de la forme union des I indices quelque chose. Je mets quelques indices K. K élément d'un ensemble, c'est pas trop, d'un ensemble, de l'ensemble N par exemple. Bon, peu importe. Vous pouvez mettre un ensemble grand K comme indice. Bref, où les IK sont quoi? IK sont des intervalles ouverts. Ça, on le sait. Où IK est un intervalle ouvert. Si on dit que A est un élément de T, ça veut dire que A est une union d'intervalle ouvert. Là, on est d'accord. Voilà. Maintenant, supposons que vous preniez plusieurs ensembles. Vous prenez plusieurs ensembles. Vous prenez plusieurs ensembles. Disons, vous prenez un autre ensemble B. Ou bien un autre ensemble C. Disons, vous prenez plusieurs ensembles. Vous prenez, disons, A1 qui est un élément de T. A2 qui est un élément de T. A3 qui est un élément de T. Ainsi de suite. Vous prenez plusieurs éléments de T, quoi. Est-ce que leur union va donner un élément de T? C'est ce qu'on est en train de dire ici. Si A1 est un élément de T et que A2 est un élément de T, est-ce que leur union aussi est un élément de T? On va ensemble le voir. Je vais noter cet ensemble, je vais l'appeler AI. Ok, soit AI, un élément de T. Bon, là, il faut que je fasse une différence. Je vais indiquer ça par I. Donc, les éléments de AI, je les distingue avec I ici, quoi. Donc, si vous faites une union des AI, vous allez avoir quoi? Une union de l'union des IKI, n'est-ce pas? K élément de N. Bon, I élément aussi d'un certain ensemble. Vous voyez que finalement, ça donne encore quoi? Ça donne une union. Finalement, ça fait une union des IKI où IK varie. Hein, où IK varie. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si un ensemble est lui-même une union d'intervalle ouvert, quand vous faites une union d'union en intervalle ouvert, c'est comme si vous faites, c'est le français en fait, si vous faites une union d'union, si vous faites une union d'union d'intervalle ouvert, ça donne quoi? Une union d'union d'intervalle ouvert, ça donne une union d'intervalle ouvert ou bien ça donne non? Parce que si vous faites une union d'union d'intervalle ouvert, ça donne une union d'intervalle ouvert, donne une union d'intervalle ouvert. C'est-à-dire que ça donne un ouvert, quoi. Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'une union d'ouvert est un ouvert. Parce qu'une union d'ouvert, c'est une union d'union d'intervalle ouvert. Une union d'union, je ne sais pas combien de fois on répète union, c'est toujours union. Donc c'est clair qu'une union d'intervalle ouvert va donner, une union d'union d'intervalle ouvert va donner une union d'intervalle ouvert, c'est-à-dire va donner un ouvert. Donc en gros, une union d'ouvert est un ouvert. Bon, je sais que ça peut sonner un peu tautologique, mais ça a un sens quand vous y prêtez assez attention. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la somme O1 est vraie. C'est-à-dire, ce qu'on dit la proposition O1 est vraie, c'est-à-dire que toute réunion d'éléments de T
est un élément de T. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Toute réunion d'éléments de T est un élément de T. Voilà. On peut démontrer de façon analogue que toute intersection finie d'éléments de T est un élément de T. C'est-à-dire que quand vous faites une intersection finie d'ouvert, vous tombez sur un ouvert. En fait, bon, essayons de visualiser un peu ce que ça va donner. Si vous faites une intersection finie d'ouvert, c'est-à-dire si vous faites une intersection des AI, ça va donner une intersection. Les AI même, je les avais écrits comme les unions IKI. En fait, une intersection d'une union, je veux dire, si vous prenez par exemple, voilà, A1, union A2. Une intersection d'union, je vais la numéroter peut-être par K1, K2, bon, c'est pas trop. Ce que je veux vous dire, c'est que quand vous faites une intersection d'union, c'est la même chose que l'union des intersections. Une intersection d'union, c'est l'union des intersections. Bon, je vais expliquer ça dans ce cadre-là. Si je mets I ici, I élément d'un certain ensemble, c'est pas trop, K aussi élément d'un certain ensemble. Si vous mettez ça, l'intersection, là, ça fait l'union des intersections des IKI. Donc, I variant et K aussi variant. Voilà, ça fait ça. Maintenant, les IK sont les intervalles ouverts, n'est-ce pas? Les IK sont les intervalles ouverts. Mais si vous faites une intersection d'intervalle ouvert, vous tombez sur un intervalle ouvert. Hein, vous pouvez le remarquer. Si vous prenez deux intervalles ouverts et que vous prenez leur intersection, vous allez tomber sur un intervalle ouvert. Donc, je veux dire que ceci, en fait, est un ouvert, quoi. Ou bien même est un intervalle ouvert. Parce que si vous faites une intersection d'intervalle ouvert, vous allez tomber sur un intervalle ouvert. Ce qui fait que vous aurez une union d'ouvert. Et donc l'intersection de A serait une union d'ouvert. Donc serait un ouvert. Bon bref. C'est assez facile à comprendre. C'est à peu près ça la démonstration. Mais pourquoi est-ce que l'énoncé a bien précisé? Ce qui m'intéresse ici, c'est pourquoi est-ce que l'énoncé a bien précisé fini. Toute intersection finie. Il y a une différence avec le premier. Voilà. Quand on dit toute réunion d'éléments de T est un élément de T, c'est que vous pouvez prendre A1, A2, A3, A4, A5 jusqu'à l'infini. Si les AI là sont bien ouverts, leur union serait un ouvert. Mais si on vous interdit d'aller jusqu'à l'infini, on vous dit que si vous prenez par exemple deux ouverts, leur intersection est un ouvert, c'est vrai. Si vous prenez trois ouverts, leur intersection est un ouvert, c'est vrai. C'est-à-dire si vous prenez un nombre fini d'ouverts, leur intersection est un ouvert. Par contre, au 1, on s'en fiche en fait que ce soit fini ou pas. C'est-à-dire, toute réunion quelconque, qu'elle soit finie ou infinie, vous pouvez prendre une infinité d'ouverts. Une infinité d'ouverts. Leur union, c'est un ouvert. Par contre, au 2, ce n'est pas forcément le cas. Et pour vous convaincre de cela, je vais vous donner un exemple pour que vous voyez pourquoi est-ce qu'on a précisé cette condition-là. Je vais vous donner un exemple qui parle. Voilà, je vais vous donner un exemple où on va avoir des ouverts. Voilà. Je prends les ensembles moins 1 sur n à 1 sur n. On est d'accord que tous les AN, quel que soit n élément de n étoile, bien évidemment, les AN sont quoi? Sont des ouverts. AN est un ouvert. Ils sont en nombre infini, on est d'accord, parce que ça là, il y a A1, il y a A2, A3, A4, en allant. Je vais vous montrer que leur intersection finie, bon, leur intersection à l'infini ne donne pas toujours un ouvert. C'est-à-dire, vous pouvez prendre un certain nombre, un nombre infini d'ouverts. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous pouvez prendre un nombre infini d'ouverts, mais leur intersection ne va pas être ouverte. C'est possible. Je vais vous le montrer sur cet exemple. En fait, essayons de voir ça rapidement. C'est quoi l'ensemble A1? L'ensemble A1, c'est l'ensemble moins 1 à quoi? Il faut remplacer n par 1, quoi. C'est l'ensemble moins 1 à 1. On est d'accord. Là, d'ici là, il n'y a pas de problème. L'ensemble A2, c'est quoi? C'est moins demi à demi. Quand je mets moins 1 à moins 1 là. Donc, moins 1 à 1. L'ensemble A2, c'est moins demi à quoi? À demi. Donc, si vous faites A1 inter A2, ça donne quel ensemble? Ça donne bien évidemment A2 ou bien. Parce que A2 est contenu dans A1. Donc, ça donne A2. Imaginez que vous faites inter A3. A3, c'est quoi? C'est moins 1 tiers à 1 tiers. Ainsi de suite. Mais si vous faites jusqu'à l'infini, ça va donner quel ensemble? Selon vous. L'intersection de AN. N élément de N étoile, c'est A1 inter A2 inter A3 inter A4 jusqu'à l'infini. On sait que si on s'arrête à A3, ça va donner A3. Si on s'arrête à A4, ça va donner A4. À l'infini, ça va donner quel ensemble? Si on continue ainsi de suite jusqu'à l'infini, bon, on a envie de dire que va donner 0 à 0. Non? On a envie de dire que va donner 0 à 0. Parce que c'est comme si, lorsqu'on fait tendre n vers l'infini, 1 sur n tend vers 0 en fait. Vous allez voir que c'est un nombre, tout ça tend vers 0. Si vous faites l'intégration à l'infini, vous allez tomber sur 0.
Vous allez tomber sur le singleton 0, quoi. C'est pas l'ensemble vide, hein, parce qu'il y a 0 dans tous ces ensembles-là. Si vous écrivez 0, 0 comme ça, c'est l'ensemble vide, hein, notez bien. Mais ce n'est pas cet ensemble. C'est plutôt cet ensemble-là. Parce qu'il y a 0 dans A1. Remarquez qu'il y a 0 dans tous ces ensembles. Il y a 0 dans A1, il y a 0 dans A2, il y a 0 dans tous les AN, quoi. Donc, on peut facilement démontrer que cet ensemble, c'est le singleton 0, qui n'est pas un ouvert. C'est un ensemble fini. Un ensemble fini, non vide, est forcément un ensemble qui n'est pas un ouvert. Singleton 0 n'est pas un ouvert, hein. Bon, vous pouvez le voir comme ça. Vous pouvez le voir, si vous voulez, vous pouvez le voir comme 0, 0 comme ça. Vous voyez, c'est pas un ouvert. Donc, on va dire que n'est pas quoi? Ceci n'est pas un ouvert. Ceci n'est pas un ouvert. Vous voyez donc que vous pouvez prendre, c'est ça que je vous dis, vous pouvez prendre un nombre infini d'ouverts, mais l'intersection de ces ouverts-là ne va pas être un ouvert. C'est pour cela que dans la proposition, on a bien toute intersection finie d'éléments de T est un élément de T. Le O3, je l'ai déjà dit, les ensembles R et vide appartiennent à T, c'est-à-dire sont des ouverts. Voyez-vous? Donc, on vient de démontrer que les ouverts, tels qu'on les avait définis, vérifient ces propriétés-là. Voilà. Maintenant, il y a quelque chose que j'ai à préciser. C'est que quand nous avons défini un ouvert, on l'a fait de façon arbitraire. C'est-à-dire, je suis venu, j'ai dit, on va appeler ouvert les ensembles qui vérifient ça. C'est tout. On l'a imposé. Mais la définition d'ouvert, quelqu'un d'autre pouvait définir un ouvert autrement, hein. Mais il faut que sa définition vérifie les trois propriétés-là. Voilà, pour être dans une topologie. En fait, n'importe qui pouvait définir aussi un ouvert autrement. Il allait dire que, ok, d'accord. Pour moi, les ouverts sont juste les parties de R. Il va dire que pour lui, les ouverts, toute partie de R est un ouvert. Mais avec sa définition, il faut qu'il soit sûr que l'ensemble des ouverts vérifie les axiomes O1, O2, O3. Parce que c'est ces axiomes-là qui doivent être vérifiés avant de parler de topologie. Mais vu la définition que j'ai donnée, on parle de topologie usuelle. On utilise le terme usuel. On utilise le terme usuel parce qu'il y a aussi d'autres façons de définir des ouverts. Il y a d'autres façons de définir des ouverts. Mais la façon habituelle de définir les ouverts est celle qu'on a vue. Donc si dans un exercice, on parle d'ouvert de R, on parle automatiquement des ouverts usuels de R, c'est-à-dire de cette définition. Mais il y a d'autres façons de définir les ouverts de R. Mais vous devez vous assurer que les autres façons de définir les ouverts vont vérifier toujours les trois axiomes là simultanément. O1, O2, O3. L'ensemble des ouverts doit être, premièrement, stable par union quelconque. Elle doit être, secondo, stable par intersection finie. Là-bas, c'est pas quelconque. Et dernièrement, elle doit contenir l'ensemble lui-même et l'ensemble vide. C'est tout. Quand les trois axiomes sont vérifiés, on dit qu'on est dans un espace topologique. Plus précisément, quand on vient de définir la topologie usuelle de R, celle qu'on utilise souvent sur l'ensemble des réels. Voici quelques exemples. Quand vous prenez la topologie grossière, c'est celle dans laquelle il n'y a que l'ensemble vide de R. Bon, elle est grossière parce que quand même, c'est fabriqué très facilement. C'est pour ça qu'on utilise le terme grossière. C'est pour dire que bon, bah, c'est trop banal en fait. Parce que bon, cette topologie, vérifiez bien qu'elle vérifie tous les trois propriétés O1, O2, O3 que nous avons citées. Elle est stable par union quelconque. Parce que quand vous faites l'union de choses ici, si vous faites par exemple l'ensemble vide union R, ça donne quoi? L'ensemble vide union R, ça donne R. Si vous faites l'ensemble vide union R, ça donne R. Vous tombez dans l'ensemble. Bref, si vous faites une union d'éléments de cet ensemble, vous tombez sur l'ensemble. Si vous faites l'ensemble vide inter R, ça donne quoi? Ça donne l'ensemble vide. On reste toujours dans l'ensemble. Donc, vous voyez, ça vérifie les deux axiomes O1, O2 et O3, bien évidemment. Donc, c'est une topologie. On l'appelle cette topologie grossière. Si vous prenez l'ensemble là, TD, l'ensemble des parties de R, c'est-à-dire là-bas, toutes les parties de R sont considérées comme des ouverts. C'est aussi une topologie. Elle vérifie les axiomes O1, O2, O3. En fait, si vous faites une union de parties de R, vous tombez automatiquement sur une autre partie de R. On est d'accord? Si vous faites une intersection de parties de R, vous tombez automatiquement sur une autre partie de R. L'ensemble et R sont des parties de R. Bref, les axiomes O1, O2, O3 sont vérifiés. On parle de topologie discrète. En fait, c'est la topologie qui contient le plus d'éléments. La topologie qui prend toutes les parties de R, c'est évidemment celle qui contient le plus d'éléments. Et la topologie grossière, c'est celle qui contient bien évidemment le moins d'éléments possible. Voilà. Ok, donc voilà quelques petits exemples de topologie. Quand même, il faut connaître ces petites topologies-là. Vous allez quand même être étonné si dans un exercice, on vous demande de montrer que la topologie T est discrète. Et vous ne savez même pas ce qu'on appelle topologie discrète. Donc, au moins, connaissez, c'est juste des vocabulaires qu'il faut maîtriser. Pour la topologie discrète,
toutes les parties sont des ouverts. Alors que pour la topologie grossière, les seuls ouverts sont le vide et l'ensemble en question. C'est tout. Bon, ok, en remarque, on vous dit que sauf mention du contraire, l'ensemble R est toujours muni de sa topologie usuelle. C'est ce que je vous disais. Dans un exercice, si on vous donne, on vous dit A est un ouvert de R, sachez automatiquement que c'est pour la topologie usuelle dont on parle. Ce n'est pas par rapport à la topologie grossière, ce n'est pas par rapport à la topologie discrète. C'est pour ça qu'on utilise le mot usuel, pour dire ce qu'on utilise souvent. Voilà. Donc, nous passons à la suite.